Avant de clôturer ce premier sommet de la retraite, j'aurai l'honneur de laisser la parole à M. Robert Laplante. Robert Laplante est docteur en sciences sociales, sociologie économique et diplômé de l'École normale supérieure de Cachan à Paris. Robert Laplante est aussi directeur général de l'Institut de recherche en économie contemporaine, l'IREC. Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux rapports de recherche dans divers domaines de l'économie politique et dans le champ de l'analyse des politiques publiques. Robert Laplante et l'équipe de l'IREC ont publié de nombreux travaux sur les enjeux de développement du Québec et sur le renouvellement de son modèle économique. Donc, dernière locution de la journée avant la mienne, je vous invite à accueillir chaleureusement M. Robert Laplante. Alors, bonjour tout le monde. C'est toujours très ambivalent, le dernier interlocuteur. Il est à la fois compatissant parce que tout le monde a travaillé fort et content de pouvoir exprimer cette reconnaissance-là à tout le monde de façon brève et synthétique. C'est une journée très bien remplie. Nous avons eu des contributions remarquables, des échanges d'une intensité, je pense, très appréciable. Et surtout, nous avons, toute la durée de cette journée, constaté jusqu'à quel point la programmation de l'événement était pertinente, jusqu'à quel point l'intérêt que vous avez manifesté, le soin que les panélistes ont mis à leur présentation et la qualité des échanges qu'ils ont suscités ont fait la démonstration, quant à moi, de la pertinence de cette journée. Et en ce sens-là, je pense que tout le monde mérite des félicitations. C'est une journée qui était une première. Il faut souhaiter qu'elle se reproduira. Je serais tenté de reprendre le mot du grand poète Gaston Miron. Nous sommes arrivés à ce qui commence. À ce qui commence parce que, au fond, un des grands éléments qui a justifié et amené le travail collectif de l'Observatoire à penser cette journée, c'est que les enjeux de la retraite et plus globalement les enjeux du vieillissement de notre société sont des enjeux désormais incontournables et qu'il faudra faire ce qu'il y a à faire pour que ces enjeux ne contribuent pas à ruiner les acquis, mais qu'ils servent plutôt à ouvrir des perspectives d'avenir. Le sommet d'aujourd'hui est donc, à mon sens, à cet égard-là, une véritable réussite. Je vous rappelle qu'il y avait deux objectifs visés. Le premier, mobiliser le plus largement possible, d'abord, parmi les invités et les inscrits au sommet, mais plus largement faire rayonner cette préoccupation pour mobiliser le plus largement possible en faveur d'une approche intégrée des enjeux de retraite. On a, toute la journée durant, gardé le cap. Il n'a pas été question d'abord de plomberie, même si c'est inévitable, parce que, au fond, le souci à maintenir est celui de donner un sens et une cohérence à la dispersion des moyens et à réunir les efforts de tout le monde autour d'une vision partagée, partageable. Ces partages visent essentiellement, il faut le rappeler, non pas seulement à augmenter les revenus, à améliorer les conditions, mais surtout à compléter notre édifice de protection sociale. Les enjeux de la retraite sont des enjeux de politique publique et pour lesquels nous avons à trouver des réponses inédites parce que nous sommes confrontés à des défis qui sont inédits. Jamais notre société n'a été confrontée à des défis démographiques de cette ampleur et de cette nature. Le deuxième objectif, c'était celui de se donner un instrument pour
partager, élaborer, enrichir les débats et faire naître une vision qui pourra éventuellement servir de socle à des revendications sur ce que nous considérons comme essentiel pour la justice sociale, c'est-à-dire un instrument institutionnel qui va donner au dialogue social et aux préoccupations de tous les acteurs un format et un forum. C'est la proposition que les concepteurs du sommet et les membres de l'Observatoire ont mise au jeu, c'est-à-dire la formation d'un éventuel Conseil des partenaires de la retraite. Les travaux d'aujourd'hui, les travaux de l'Observatoire de la retraite montrent que c'est une étape à laquelle nous sommes rendus. Les compétences existent, les questions, les enjeux sont pour l'essentiel identifiés, pas tous documentés, pas tous explorés à un même degré d'intensité, mais il y a déjà sur la table, et le bilan de la journée le montre, beaucoup de travail à abattre pour un éventuel conseil de cette nature. Et au fond, la première conclusion qui s'impose, me semble-t-il, dans nos échanges d'aujourd'hui, c'est que le Québec est mûr pour franchir un prochain pas, pour franchir, au fond, la rénovation de son édifice de protection sociale. Rénovation parce qu'effectivement, et on l'a vu, puis ça s'est terminé sur les inquiétudes qu'ont suscité les mesures de la loi 15, mais il y a eu aussi au cours de la journée un certain nombre d'enjeux qui ont pointé vers on a peut-être un peu trop laissé aller les choses et on ne doit pas seulement se contenter de rester dans les mesures de rémédiation. Il faut éviter que ça se reproduise et il faut surtout se donner les moyens de poursuivre des objectifs sur lesquels on n'aura pas besoin de revenir pour corriger des raccourcis que nous aurions été tentés de prendre en agissant trop vite et en court-circuitant les exigences du dialogue. Le dialogue social, ce n'est pas seulement pour fabriquer de la paix entre les intervenants, c'est un instrument d'innovation. C'est par la confrontation des idées, par les compromis que doivent faire les acteurs entre eux, que ce dialogue est le plus fructueux. Donc, se donner un conseil des partenaires de la retraite, c'est se choisir la voie de l'innovation. C'est se choisir un instrument pour la réaliser, cette innovation ou cet ensemble d'innovations, et c'est celui d'un forum permanent, équipé convenablement pour accompagner les différentes parties prenantes dans la discussion publique pour la faire, pour l'enrichir et de temps en temps pour la provoquer. C'est un instrument donc à la fois d'innovation et de cohésion sociale, et c'est bien sûr dans la conception qu'on peut en avoir un instrument qui va s'inscrire dans la continuité de la construction institutionnelle des 50 dernières années. C'est un instrument qui peut devenir et qui doit s'inscrire dans la tradition de concertation large, impliquant les parties prenantes et pas seulement les parties prenantes directement engagées, mais toutes celles qui sont associées aux conséquences ou aux initiatives qui peuvent s'y prendre. Par la solidarité sociale aussi, cet instrument-là peut et devrait contribuer à renforcer tous les réseaux de mutualisation des ressources. Les moyens
que l'Observatoire peut mobiliser sont modestes. Les moyens qu'un conseil pourrait mobiliser pourraient être plus substantiels, mais surtout, il pourrait donner véritablement un rythme différent à l'innovation à laquelle nous sommes condamnés. Pour faire face aux problèmes, il faut être capable de réfléchir au moins aussi vite que les problèmes nous tombent dessus. Et ça, évidemment, c'est une tâche qui ne peut être que collective. Je dis toujours à nos équipes de recherche que l'intelligence, c'est une fonction collective. Et ça ne peut s'exercer que dans des cadres qui sont conçus pour ça, c'est-à-dire des cadres capables d'accueillir la confrontation des idées, capables d'accueillir la transgression de certaines évidences et surtout tournés vers l'invention de ce que nous souhaitons, de ce à quoi nous aspirons. Ce n'est pas vrai que le vieillissement démographique est synonyme de déclin. On est capable de confronter ces problèmes-là et de le faire en créant des solutions et non pas en se lamentant sur l'état des problèmes. Pour l'essentiel, un instrument comme le Conseil des partenaires serait une illustration de plus, mais une illustration nécessaire de ce que c'est qu'une société vieillissante, créatrice et innovante. Et ça nous fournira l'occasion de compléter l'architecture institutionnelle. André Marié, qui est, comme vous savez peut-être, le grand architecte de la Régie des rentes et le complice inséparable de Jacques Parizeau pour la création de la Caisse de dépôt, André Marié avait, dès le départ, en tête que les premiers mouvements institutionnels qu'il fallait mettre en place devaient être des pas dans la direction de l'établissement d'une politique de la vieillesse. Il voyait beaucoup plus large que simplement la question de l'organisation de l'épargne en fonction d'objectifs de société. Ce qu'il voyait, c'était une réponse de l'État qui traduirait la solidarité sociale dans un ensemble de mesures. Cette ambition-là, elle est à demi réalisée, elle est restée un peu en plan, comme si on avait été un peu éberlué d'avoir réussi à mettre la Régie des rentes sur pied puis à mettre la Caisse de dépôt sur pied. Il y a des gens qui se sont assis, ils étaient peut-être fatigués. Mais dans les faits, la journée d'aujourd'hui a montré que non seulement cette ambition-là, elle est encore pertinente, mais les travaux d'aujourd'hui montrent aussi que ce n'est pas suffisant. Parce que la société a évolué, les changements qui affectent le développement du Québec ne peuvent plus être simplement résumés sous le vocable politique de la vieillesse. En fait, ce que je retiens des échanges d'aujourd'hui, c'est que ce dont nous avons besoin et ce à quoi peut contribuer un Conseil des partenaires de la retraite, c'est à l'élaboration d'une politique des âges, ce qui est beaucoup plus large et plus précis que ce qu'on désignait jadis par politique de la vieillesse. Pourquoi? Parce que la démographie, et on l'a vu ce matin, la démographie et l'allongement de la période de retraite nous montre que ça ne constituera pas une période homogène dans la vie des personnes. Et il y a des parcours qui vont se découper, qui vont être associés à la perte d'autonomie, qui vont être associés à la détérioration des conditions de logement, etc., qui vont faire en sorte que les retraités vont connaître différents types de retraite et vont évoluer dans ce parcours-là avec des moyens
qui ne seront pas toujours les mêmes et qu'on devra, nous, comme citoyens, nous assurer de garder équitable pour éviter, évidemment, que ce développement se fasse avec des perdants. Une politique des âges, pourquoi? Parce que devant ces parcours qui vont s'éclater, au fond, ce que nous comprenons, c'est qu'il faut réfléchir sur 3 dimensions qui ont été évoquées aujourd'hui et pour lesquelles il y a énormément de travail à faire, et les panélistes nous ont pointé quelques-uns des grands enjeux par lesquels on devrait commencer, c'est-à-dire essentiellement des enjeux autour du revenu, des enjeux autour de la configuration des services, le maintien à domicile, des résidences pour personnes âgées et la prestation d'un service équitable pour tout le monde, donc une consommation ou une utilisation de ces services-là qui ne sera pas plombée par des carences majeures dans la distribution des revenus, et évidemment aussi par une 3e dimension qui est fondamentale, qui est celle des contextes de vie qui vont largement muter au cours des prochaines années. Si vous prenez ces dimensions-là, vous avez une politique qui va s'adresser à différentes cohortes, mais qui aura un objectif et que Mme Lamarche a bien résumé, la vie digne, c'est-à-dire concevoir que le parcours dans le vieillissement peut être une façon de rendre la vie de tous les citoyens du Québec envisageable avec confiance et sécurité sur un horizon partagé. Dans le fond, la création d'un Conseil des partenaires, ce serait une très belle démonstration à faire pour convaincre tout le monde, à commencer par les plus jeunes d'entre nous, que la construction du Québec n'est pas terminée. Merci beaucoup.